Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un entretien d'actu. On croyait tout savoir sur Jeffrey Epstein, les victimes, les réseaux, les milliardaires, les responsables politiques, les procès. Et pourtant, cette affaire continue de révéler de nouvelles pièces du puzzle. Pendant plusieurs mois, les journalistes de Society, Emmanuel Andréani et Anthony Mansuy, ont repris le dossier depuis le début. Des milliers de pages de procédures, des témoignages inédits, des documents judiciaires, des archives. Leur enquête raconte moins le parcours d'un homme que le fonctionnement d'un système de pouvoir, d'argent et d'impunité qui a permis à Jeffrey Epstein de poursuivre ses crimes pendant des années. Et on en parle tout de suite avec les deux auteurs de cette enquête. C'est parti pour l'entretien. Bonjour Emmanuel, bonjour Anthony, merci d'avoir accepté notre invitation. On a l'impression qu'en fait tout a été dit ou écrit sur Jeffrey Epstein, mais qu'est-ce qui vous a convaincu tous les deux qu'il restait encore une enquête à mener? En fait, en août dernier, enfin l'été dernier, il y a eu une forte pression dans le débat public américain, notamment de la base MAGA de Donald Trump, pour faire publier les Epstein Files. C'est-à-dire que l'enquête judiciaire est close aux États-Unis, mais il y a tous les documents de l'enquête qui n'étaient pas publiés. Donc ça faisait des mois qu'il y avait cette pression, et on sentait que le Congrès commençait à ouvrir, à se dire qu'ils allaient quand même ouvrir certains documents, en tout cas les publier. Et donc, en fait, nous, ça fait longtemps qu'on s'intéresse au rôle de Paris dans la vie de Jeffrey Epstein, avant même cette histoire. Et on avait essayé de faire ce papier il y a quelques années. C'était très compliqué, les gens ne parlaient pas. Il y avait plein de journalistes en même temps qui étaient dessus. Et en fait, en septembre dernier, on s'est dit, c'est le bon moment, il va se passer un truc aux États-Unis, on y va. Et donc, nous, ce qui nous intéressait vraiment, c'est un angle précis. C'est-à-dire, en fait, pourquoi ce système dont vous avez parlé, Cyril, a été construit... Enfin, on avait l'intuition que ce système avait été construit à Paris, via Paris. Et que la France, bon, étant donné son histoire, étant donné la façon culturelle dont on envisage les VSS dans ce pays, etc., on s'est dit, bon, il y a quand même quelque chose à faire autour de Paris et de Jeffrey Epstein. Et on a commencé à creuser, donc début septembre, sur ce sujet. Voilà, l'idée, c'était vraiment d'explorer le rôle de Paris dans la vie de Jeffrey Epstein. Ouais, effectivement, c'est un des vrais apports du livre, hein, c'est de montrer que la France n'est pas un décor secondaire dans cette affaire. Comment il a construit son réseau ici en France? En fait, ça commence dès les années 80. En fait, un des trucs qu'on a découvert, c'est qu'il vient à Paris au moins, enfin en France ou à Paris au moins à partir du début des années 80. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas venu avant, mais on n'a juste pas de traces factuelles. Et souvent au moment des Fashion Week. Souvent aussi dans la Côte d'Azur, hein. Il n'y a pas que Paris aussi dans cette histoire-là. Donc c'est le côté jet set, le côté mannequin, le côté mode. Et il s'insère dans un milieu, si vous voulez, au moment des années 80. C'est un moment un peu charnière dans l'industrie de la mode et du mannequinat, où tout explose, ça devient l'ère des supermodèles, où les agences de mannequins, qui sont un peu des agences plutôt familiales à l'origine, gérées par des femmes, en fait maintenant sont gérées par des hommes puissants, qui ont d'autres amis qui sont aussi des hommes puissants. Et si vous voulez... Ce qu'on dit souvent comme étant l'affaire Epstein, c'est en fait en gros une industrie d'un homme qui donne des femmes, si vous voulez, à des gens puissants dans le monde. En fait, ça existe déjà depuis les années 80 à Paris, et ça s'appelle l'industrie du mannequinat. En fait, d'un côté, il y a le vrai mannequinat, si vous voulez, avec les shootings, avec les défilés, et de l'autre, il y a une sorte d'industrie parallèle souterraine où en fait ces mêmes femmes qui sont dans ces agences sont présentées dans des contextes festifs, alcoolisés, parfois drogués, à des hommes puissants. Et en fait, Epstein, du coup, lui, il commence à arriver à Paris à peu près à ce moment-là, dans les années 80, et il vient très souvent. Donc c'est le début de la construction d'un réseau, mais en fait, c'est pas forcément un réseau où lui, il pourvoit, c'est plutôt lui où il reçoit, entre guillemets, si vous voulez. Et ensuite, il y a une relation qui se crée avec Paris, avec sa rencontre avec Ghislaine Maxwell, qui est française aussi, hein, faut pas l'oublier, qui a plein de connexions ici. Il connaît très bien Jean-Luc Brunel aussi, qui est un agent de mannequin français, qui rencontre dans les années 80 aussi dans un hélicoptère, pardon, pour la Côte d'Azur. Et il achète un appartement en 2001 qui, au fur et à mesure, va prendre de plus en plus d'importance dans sa vie. Vous évoquez, vous venez d'en citer quelques-unes, vous évoquez plusieurs personnalités françaises et leur lien donc avec Epstein. Comment vous avez travaillé pour distinguer ce qui relevait de la proximité, de l'influence et d'éventuelles responsabilités? Et surtout, il y a un nom qui est beaucoup ressorti très vite dans cette affaire, celui de Jack Lang et de sa fille ensuite Caroline Lang. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est le lien entre eux? Alors,
Ce qu'il faut comprendre dans la vie de Jeffrey Epstein, c'est qu'il y a un avant et après les années 2000, fin des années 2000, début des années 2010. C'est-à-dire que avant, jusqu'en 2008, il se fait condamner. Il fait 2 ans de prison, de peine très légère. Et quand il sort en 2010, il a un besoin total de refaire sa virginité, de se nouer des relations avec des gens qui vont pouvoir... on parlera après de la façon dont il a bâti sa fortune, j'imagine, mais à continuer à faire de l'argent, à rencontrer des personnalités et tout. Donc il a besoin en fait de garants, en fait, comme quand on loue un appartement, on a besoin de garants. C'est ça. Il a besoin de garants. Donc il a une soif tout le temps de rencontrer des nouvelles personnes. Après, en fait, ce qui est fou, c'est quand nous on a fait cette enquête et qu'on essaie de regarder vraiment les grandes dates, etc. Plein des personnalités dont on sait avec qui il a eu des amitiés proches, Bill Gates, Woody Allen, tous ces gens-là, les Lang, etc., Rothschild, etc. C'est des gens qu'il a rencontrés après sa condamnation. Donc, à un moment où son image est déjà ternie. Juste pour que tout le monde soit au courant, il a été condamné pour quoi la première fois? Alors, en fait, il a été condamné d'une certaine façon dans son parcours criminel. C'est la seule erreur qu'il ait faite, si on peut parler comme ça. Mais en gros, il avait déjà dans les années 2000 tout un réseau et notamment de jeunes femmes qui lui étaient présentées par à la fois l'industrie du mannequinat, voilà, mais aussi de jeunes femmes désargentées issues de quartiers défavorisés, notamment à Palm Beach où il avait une maison. Et donc il allait en fait recruter via des jeunes femmes qui étaient déjà dans son entourage, des petites filles en fait, qui étaient âgées de jusqu'à 14 ans, à qui il demandait des massages. Donc, c'est des filles qui vivaient à East Palm Beach, qui est le quartier pauvre de Palm Beach. Et il les payait pour faire des massages, pour qu'elle lui fasse des massages. Et en fait, ces massages devenaient très souvent, se transformaient assez vite, pas tout de suite souvent, mais de peu à peu en agression sexuelle. Et donc, il a été dénoncé par une maman d'une de ces jeunes filles qui s'est étonnée de voir dans le sac d'une de ces jeunes filles beaucoup d'argent liquide. Et de fil en aiguille, la police de Palm Beach a mené une enquête, a très bien mené une enquête où elle a récupéré 23 témoignages à minima de mineurs concordants qui ne se connaissent pas entre elles, qui racontaient une pyramide épouvantable avec des jeunes filles, parce qu'en fait les jeunes filles étaient violées, puis on leur demandait de recruter de nouvelles petites copines. Il y avait même des flyers distribués dans les cours de récré. Enfin, c'était une folie totale. Donc des filles vraiment de quartiers très pauvres. Et donc en fait, l'enquête de police a mené à une condamnation. En fait, il a négocié avec le procureur de Floride, qui en fait était proche de Donald Trump, qui était lui-même un ami de Jeffrey Epstein. Il a négocié une peine très légère. Néanmoins, quand il sort en 2010, déjà son premier séjour est en France, et surtout, il a une volonté, quand même, son image est ternie quand même. C'est quelqu'un pour qui la réputation est importante. Il est dans la finance, c'est un domaine où la réputation est quand même importante. Donc, il a à cœur de rencontrer des nouveaux gens, et il a été très vite présenté à Woody Allen, qui voit aucun problème dans ces histoires de ce qu'il considère sans doute comme des affaires de mœurs et pas comme des crimes, et qui va lui donc Woody Allen, qui en France est très populaire, malgré le fait que voilà, il a lui-même des histoires pas très claires avec sa belle-fille adoptive, etc. Ça choque personne ici, en tout cas dans les années 2010, tout le monde le trouve formidable, et donc il a plein de connexions à Paris, dont Jack Lang. Et sa fille. Et donc, ils organisent, quand en fait, il y a un voyage de Epstein où, en gros, Epstein demande à Woody Allen de lui présenter le maximum de gens à Paris, quoi. Et donc, c'est là où il rencontre les Lang. Et il va se nouer une relation, en gros, où, en fait, on est en 2012. François Hollande vient d'être élu à la présidence de la République. Donc, lui, ce qui intéresse Epstein, c'est de s'approcher de l'Élysée. Et il s'imagine que Jack Lang, étant lui-même socialiste, il va pouvoir lui ouvrir les portes de l'Élysée. En fait, ce qu'il veut, Epstein, c'est être toujours au plus proche du pouvoir et des gens qui comptent, quoi. Donc, il va se nouer une relation entre toute cette famille et Epstein. En fait, être proche du pouvoir, c'est aussi pour lui la possibilité future d'avoir des opportunités. Donc, il avait fait pareil avec l'entourage de Nicolas Sarkozy avant l'élection de François Hollande. Il avait réussi à rencontrer plusieurs conseillers élyséens à l'époque. Ça n'avait pas mené à plus que ça. Donc voilà, c'est cette obsession. En fait, il n'y a pas forcément un espèce de but précis, c'est-à-dire je me rapproche des plus hautes sphères du pouvoir, et à ce moment-là se débloqueront peut-être des opportunités business, voire même peut-être une couverture judiciaire envisagée à l'époque, quoi. Comment
on explique qu'il arrive à inspirer autant confiance, étant donné que voilà, il arrive quand même après, là, quand on parle des langues et autres, c'est après une affaire quand même très très lourde, et malgré tout, tout le monde lui fait confiance. Qu'est-ce qu'il a qui fait que les gens lui font Alors confiance? sur l'aspect, donc après 2010, après sa condamnation, donc là si on zoome sur Paris pour répondre à votre question, Ouais. juste sur l'aspect français et parisien, en fait il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que déjà il a été condamné pour sollicitation de prostitution de mineurs, parce qu'en fait ces jeunes filles dont parlait Emmanuel, il les payait à chaque fois. Ouais. Comme ça devenait de la prostitution vu qu'il y avait échange d'argent et pas une agression sexuelle. Il calculait aussi énormément. Et du coup, il avait de beaux jeux de minimiser, en fait, si vous voulez, la portée de ces vraies agressions en fait, qu'il avait fait et de sa condamnation. Ensuite, à partir de 2011, 2012, 2013, chaque année, et de plus en plus, il y a des nouveaux articles qui sortent, des témoignages. Et donc, en fait, on peut dire qu'à partir de 2011, il y a une espèce de compte à rebours à l'envers où, en fait, c'est de plus en plus difficile d'ignorer ce qu'avait fait Jeffrey Epstein. Donc, connaître Jeffrey Epstein à Paris en 2010, peut-être excusable. Ça, c'est pas à moi d'en juger, mais connaissant l'histoire, peut-être en 2017, 2018, 2019, ça devient de plus en plus compliqué, si vous voulez, de pouvoir justifier d'avoir connu cet homme-là. Donc on peut regarder les timelines, voir quand est-ce que les langues ont vu Epstein et en jugé. Donc ils les ont vus quasiment jusqu'à la fin. Voilà. Et du coup, comment il inspire autant confiance? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... c'est un peu étrange de dire ça, mais qui avait une très grande intelligence et une très grande capacité de calcul. Pas mathématique, enfin si mathématique aussi d'ailleurs, parce qu'il était prof de maths, mais aussi dans sa manière d'envisager les relations sociales, voilà les besoins presque psychiques de cette personne-là. Donc si cette personne-là a besoin qu'on lui montre de l'affection, je vais pas lui en montrer, pour un truc un peu toxique en fait, pour employer ce vocabulaire-là. Et en fait, socialement, il arrivait à créer le besoin chez les gens, c'est-à-dire à la fois avec ses victimes, dont il identifiait les rêves, et souvent du mannequinat ou de réussir dans la finance, pour leur faire, si vous voulez, pour leur agiter la plus belle vie possible, si vous voulez, dans ce sens-là, mais aussi avec des gens comme Ariane de Rothschild, par exemple, où il avait bien compris qu'en fait, à l'époque, elle venait de prendre la tête de la banque d'investissement Edmond Rothschild, dans laquelle qu'elle dirigeait, mais qu'elle se sentait pas à sa place parce que c'était une pièce rapportée, c'était la femme d'eux. Et du coup, elle n'avait pas forcément ce sentiment de légitimité dans cette position-là. Donc lui, il l'a très bien vu tout de suite et il a joué sur ça. Il s'est rendu indispensable petit à petit au final. Et pour finir là-dessus, en fait, beaucoup de gens nous ont décrit à la fois dans ce système de prédation sexuelle, mais aussi dans ses relations avec disons, les gens de pouvoir ou du business, une sorte de gourou en fait. Il arrivait à s'emparer du psychisme des gens et se rendre indispensable et créer ce besoin permanent en fait. Vous l'avez tous les deux évoqué, c'est un système, mais comment en fait il s'organise? Parce qu'en fait dans le livre, vous dites c'est une histoire à se taper la tête contre un mur, celle du prédateur ultime, un système méthodique, industrialisé, fonctionnant sur l'emprise et l'exploitation. Qui faisait fonctionner ce système autour de lui et comment ce système était établi? Alors, en fait, dès les années 80, Anthony l'a dit, Jeffrey Epstein fait la rencontre de Jean-Luc Brunel. Jean-Luc Brunel qui s'est suicidé en prison en février 2022. Il était en détention provisoire, mis en examen pour viol et suspecté de trafic d'êtres humains envers Jeffrey Epstein. Jean-Luc Brunel, donc c'est lui-même quelqu'un qui a un profil de prédateur, on est obligé de dire présumé parce qu'il n'a jamais été jugé, mais enfin en tout cas il a un profil quand même un peu du même acabit que Jeffrey Epstein. Ils étaient très copains et il se trouve qu'énormément de jeunes femmes qui se sont retrouvées dans les griffes de Jeffrey Epstein sont passées par ces agences de mannequins. Donc il est raisonnable de penser qu'en fait, nous, d'après notre enquête et de ce qu'on a compris, on a parlé à énormément d'acteurs des agences de mannequins, de ce milieu-là, etc. En fait, ce qui se passait, c'est que il y a tout ce système de prédation qui est établi à Palm Beach avec des jeunes filles pauvres, donc ça on en a parlé, qui a notamment a émergé grâce à l'appui et au rôle de Ghislaine Maxwell, qui était la compagne de Jeffrey Epstein, mais aussi sa première complice, puisque son rôle premier a quand même été de recruter des jeunes filles, de les rassurer, de jouer à la grande sœur rassurante, de leur montrer des pratiques sexuelles, de jouer à la mentor d'une certaine façon, de façon extrêmement perverse avec elles. Donc il y a ce système
système-là. Et l'autre canal, on va dire, du système Epstein, lui, passe par Jean-Luc Brunel et les agences de mannequinat à Paris. C'est ce canal-là qui va prendre le plus d'importance. Une fois que Jeffrey Epstein aura été condamné, il fera beaucoup plus attention avec les mineurs et avec tout ce qui se passe sur le territoire américain et des jeunes filles de nationalité américaine, parce qu'il a une peur bleue que le FBI rouvre l'enquête, etc. Donc il va se passer via les agences de mannequins, notamment celle de Jean-Luc Brunel qui s'appelle Karine Model, puis MC Squared, MC2, qui est en fait une blague, un private joke, enfin une blague privée, puisqu'en fait c'est l'équation E égale MC2, avec le E derrière qui disparaît, parce qu'en fait c'est Epstein en gros qui est un espèce de marionnettiste derrière, enfin c'est une espèce de truc malsain. Epstein l'aide financièrement pour monter cette agence, et donc on sait, en tout cas, il est établi aujourd'hui, en tout cas d'après notre enquête, que énormément de victimes de Jeffrey Epstein ont été recrutées via cette agence. Donc, l'intérêt de ce système-là des agences de mannequins, il est multiple. Le premier, c'est que il est question quand même, de la plupart de ces jeunes filles sont des jeunes filles étrangères, très jeunes, souvent majeures, donc plus de 18 ans, mais très jeunes, des jeunes filles qui viennent de pays souvent éloignés, pauvres, leur famille est loin, leurs proches aussi. Donc on parle de filles qui viennent de Russie, fin fond de la Sibérie, de Biélorussie, de Pologne, de Tchéquie, de tous ces pays-là, qui se retrouvent donc soit à Paris, soit à New York, complètement isolées. L'agence de mannequins permet de, en gros, prendre le contrôle sur leur vie de façon totale, c'est-à-dire passeport, visa, logement, parce que les mannequins par tradition sont logés dans ce qu'on appelle des appartements de mannequins. Hein, ça, c'est commun pour toutes les agences de mannequins qui ont une espèce de colocation de mannequins. Voilà. Et carrière, finance et tout. Donc, en fait, vous vous retrouvez prisonnière. Ça, c'est le cas pour plein d'agences de mannequins qui trafiquent pas les filles. Mais déjà, en fait, on parle assez peu du statut de mannequin parce qu'on a l'impression que c'est un monde comme ça de papier glacé magnifique, etc., où on gagne beaucoup d'argent. En fait, c'est souvent un espèce d'esclavagisme moderne épouvantable où il y a des pauvres jeunes filles qui parlent pas la langue, qui sont isolées, qu'on fout dans des appartements et qu'on fait travailler quand on a envie en échange de faveurs. Enfin, c'est absolument terrible. Bon, et donc ces jeunes filles, voilà. Donc le système d'Epstein se nourrit vraiment de cette industrie-là. Je pense, enfin, ce qu'on a compris, c'est que son amitié avec Jean-Luc Brunel, c'est ce qui lui a permis de construire en tout cas ce canal-là. Et par ailleurs, au-delà de Jean-Luc Brunel, avec qui il se brouille en 2015, on sait en tout cas que d'après notre enquête, d'après les jeunes femmes qu'on a interviewées, il y a un nom et d'après l'enquête de la police, il y a un nom qui revient tout le temps comme étant un des complices présumés principaux de Jeffrey Epstein ou de Jean-Luc Brunel qui l'aidait à recruter des mannequins. Ou des jeunes filles qui rêvaient d'être mannequins, ou d'autres jeunes filles. C'est un monsieur qui se fait appeler Daniel Siad, qui était basé sur le territoire français, mais qui agissait dans toute l'Europe, et qui recrutait des jeunes femmes à la fois pour des vraies agences de mannequins, mais aussi, d'après nos informations et d'après notre enquête, qui a quand même duré 8 mois, on a parlé à des centaines de personnes, etc., qui recrutait des jeunes femmes pour Jeffrey Epstein. Alors, lui dit qu'il ne savait pas pourquoi il les recrutait. Nous, d'après nos éléments, il est clair qu'il les recrutait en sachant très bien que Jeffrey Epstein allait en abuser et les prendre sous ses griffes. Pour compléter, il y avait aussi certaines de ces jeunes femmes qu'il nommait assistantes, qui restaient parfois jusqu'à 10 ans avec lui. On en a parlé à pas mal d'entre elles, notamment une qui est restée 10 ans avec lui. C'est la plus longue période qu'on ait identifiée. En fait, ces jeunes femmes qui en fait passaient de victimes à disons gens qui participaient aussi à une logistique de recrutement parce qu'elles étaient sous emprise en grande partie. Elles aussi, en fait, servaient à adoucir après, si vous voulez, comme disait ce qu'était le rôle de Ghislaine Maxwell, Emmanuel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est beaucoup plus, disons, entre guillemets, rassurant que c'est une jeune femme qui a à peu près ton âge, qui te fait arriver dans un milieu qu'un vieil homme de 50 ou 60 ans en fonction des années. Donc il y a aussi... Epstein savait transformer en fait ses victimes en complices d'une certaine manière avec le temps, et ça a aidé vachement. En fait, il y avait une sorte de canal qui passait des agences de mannequinat ou des scouts de mannequins comme Daniel Siad qui récupéraient des filles dans la rue, les envoyaient. Ensuite, c'était les femmes qui faisaient les premiers rendez-vous, et peu à peu, elles se retrouvaient avec Epstein, quoi, ces jeunes femmes. En parlant de Daniel Siad, de son vrai nom Amar Siad, vous venez de le dire, il a recruté pendant près de 10 ans des filles pour Epstein. Comment ça se fait, et d'ailleurs, c'est pas le seul,
Beaucoup de personnes qui gravitent autour de cette affaire n'ont pas été condamnées ou ne sont pas poursuivies même par la justice, à part Ghislaine Maxwell qui a été condamnée donc à 20 ans de prison. Je crois que c'est la seule, plus ou moins. Comment lui, en l'occurrence, Daniel Siad, a pu passer ou passe encore entre les mailles du filet? En fait, c'est quand l'enquête est lancée en 2019, après la mort d'Epstein, il y a un homme qui est tout de suite visé, c'est Jean-Luc Brunel. Donc en fait, parce que Epstein est mort et qu'on réalise qu'il y a un Français dans l'histoire, qu'il avait des entreprises en France, donc la police s'en empare. Ce qu'il faut préciser, qui est très important, c'est que en fait, puisqu'on parle de pédophilie, c'est le mot qui est très très vite arrivé dans cette histoire-là, à la place de traite d'être humain, qui en fait, je pense, est la bonne qualification juridique pour comprendre l'ampleur de ce phénomène. Puisqu'on parle de pédophilie, c'est le groupe des mineurs de l'OCRVP, qui est l'Office de répression sur les violences aux personnes. Donc c'est en gros les gens qui enquêtent sur l'affaire Brunel et Epstein, c'est les gens qui s'occupent des affaires excusez-moi de dire comme ça, de nourrissons violés. Voilà, qui sont à peu près une quinzaine à l'époque, et qui reçoivent entre plusieurs centaines de dossiers par jour, de nouveaux dossiers par jour. Donc pour eux, l'affaire Epstein, quand bien même elle est très très médiatisée, c'est pas le truc le plus important qu'ils ont à gérer. Et ils ont énormément de travail, énormément de dossiers et assez peu de temps et peu de moyens. Et donc du coup, quand ils enquêtent et qu'il y a des noms qui arrivent, machin, etc., quand on voit que, déjà par exemple, ils mettent 1 an et demi à à arrêter Jean-Luc Brunel, ce qui peut sembler beaucoup, mais en fait, quand on connaît les moyens qu'ils ont à leur disposition pour travailler, c'est pas si énorme que ça. Et du coup, le nom de Daniel Siad apparaît assez rapidement, en réalité, dans leur enquête, mais si vous voulez, peut-être que par un manque de moyens, on n'a pas pu aller plus loin dans cette enquête-là. On n'a pas été au bout de la réflexion de l'enquête sur ce volet-là, parce que c'est pas évident, mais c'est une des pistes, si vous voulez, qu'on peut avoir pour l'expliquer. Et je crois qu'Emmanuel veut ajouter quelque chose. En fait, quand on voit les auditions des victimes de la première enquête de police aussi, la particularité de cet homme, c'est qu'il a plusieurs identités. Et que, donc déjà, ça brouille un peu les pistes. Et deuxièmement, en effet, Jean-Luc Brunel est quand même accusé par des dizaines de femmes de viol ou d'agression sexuelle. Alors, les faits sont souvent prescrits, à part une histoire de harcèlement sexuel qui n'est pas prescrite. Et donc, les policiers, par ailleurs, c'est un homme de premier plan, etc. Donc, il y a vraiment les policiers se focalisent beaucoup là-dessus. Il y a des jeunes femmes dont on sait qu'elles ont parlé à la police à cette époque-là, qui ont parlé de Daniel Siad sans donner son nom, d'autres à qui il avait donné des fausses identités, etc. Là, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que il a 3 plaintes pour viol et 5 plaintes pour trafic d'êtres humains. Et que la police interroge les victimes, en tout cas les femmes qui ont porté plainte, et qu'il sera sans doute interrogé prochainement. Ce qu'on peut dire sur lui, c'est que aujourd'hui, s'il doit y avoir un procès sur cette affaire, qui a quand même fait, je le rappelle, plusieurs centaines de victimes, voire, d'après nos estimations, plus d'un millier. Mais c'est difficile à quantifier exactement. Il reste une seule personne aujourd'hui qui est, en tout cas en France, il y a une personne importante dans le système Epstein, c'est Daniel Siad, s'il y avait un procès, ça permettrait peut-être d'en savoir un peu plus sur ce système-là. Et pour aborder peut-être aussi, parce que il y a aussi le sentiment d'une sorte de couverture que en fait on essaierait de cacher et de pas disons traduire de manière judiciaire en fait le scandale. En fait, en commençant l'enquête, je me disais, comme je pense à peu près tout le monde en fait ici ou qui nous regarde, que oui, forcément il y a une couverture parce qu'il y a trop de gens puissants concernés avec tout, etc. C'est un sentiment, je pense, qui est naturel quand on est un peu porté vers les injustices et qu'on a envie de voilà. Et en fait, plus on regarde dans cette affaire-là, plus on se rend compte qu'en fait l'absence de justice est principalement due à l'absence de moyens aussi chez les enquêteurs et chez les gens qui pourraient aller au bout. Et en fait, on peut parler de Daniel Siad ou de l'enquête qui a eu lieu à partir de 2019 sur l'affaire Epstein française. Mais en fait, c'est le cas à chaque endroit en fait qu'on regarde. C'est l'absence de moyens à chaque fois qui permet de voir, de dire. Alors après, il y a aussi les phénomènes d'emprise qui empêchent aussi pas mal de victimes de parler. Donc c'est tout le système patriarcal en fait et l'absence de moyens. Donc, qui
moins patriarcal, mais qui est peut-être plus néolibéral, qui en fait crée un univers où il est impossible ou beaucoup plus compliqué de faire émerger les voix qui dénoncent et aussi les moyens humains et matériels pour les forces de police et les enquêteurs d'aller au bout des enquêtes et de faire ça sereinement en fait. Donc c'est des millions de pages qui ont été rendues publiques au début de l'année 2026. Donc votre travail vous a permis de les consulter, j'imagine. Est-ce que ce travail-là, et c'est un peu ce que vous disiez, ça vous a éloigné des théories du complot et montré justement que la réalité est peut-être un peu plus complexe qu'on veut bien le voir? Parce qu'effectivement, autour d'Epstein et de cette affaire, forcément, vous comme moi, il y a beaucoup de théories, autres, enfin bref, il y a tout un truc autour de ça. Et votre travail, est-ce que ça a permis de justement dépasser ça et de découvrir des trucs peut-être même qu'on ne soupçonne même pas et qui pourraient, entre guillemets, alimenter ces théories? En fait, c'est marrant parce que vous parliez des documents. Moi, ce que je retiens de cette enquête, au-delà des documents qui ont été très utiles pour nous, mais quand on a commencé cette enquête, on a commencé sans les documents ou avec une petite partie. Il y avait quand même une toute petite partie publiée. On l'a commencé quand même en faisant du journalisme à l'ancienne, c'est-à-dire en allant voir des gens et en leur posant des questions et en convainquant beaucoup de gens de parler qui n'avaient pas parlé avant. Et alors, il y avait un truc un peu étrange. En fait, quand vous faites une enquête comme ça, moi, j'y connaissais rien au milieu du mannequinat, aux affaires policières, mêlant personnalité, call girls ou mannequins, etc. et tout. Donc, on a appelé des gens qui connaissaient ça et qui connaissaient peut-être, on va dire, le milieu des boîtes de nuit parisiennes des années 80, ce genre de personnalité un peu aujourd'hui, voilà, des gens qui ont fait du journalisme à l'ancienne ou qui étaient des gens qui connaissaient ces milieux-là, voilà, les milieux policiers, les milieux de la drogue, les milieux de la nuit, les milieux de la nuit et du mannequinat, tout ça. Et en fait, il y avait un truc qui revenait tout le temps, c'était pourquoi vous vous intéressez à Jeffrey Epstein en fait, ce truc-là, des hommes qui profitent de jeunes femmes à Paris, Paris est la capitale de ça, tout le monde le sait, il y a plein d'autres gens, etc., etc. Bon, et c'est un truc qu'on est là, genre, oui, bon, ok, donc c'est vraiment un discours de gens blasés et tout, et puis on est parti sur notre truc, et donc on a fait notre article, etc. Mais en fait, depuis qu'on a fait notre article et qu'on a écrit noir sur blanc que, selon nous, Jeffrey Epstein a sans doute présenté quelques jeunes femmes à des amis puissants, mais que la complicité autour de cette histoire, c'est plus une question de gens, c'est plus un espèce de boys club, comme genre entre Donald Trump et Jeffrey Epstein, c'est plus genre un concours de ah ouais, on aime bien les jeunes filles jeunes et machin, et on se tape dans le coude, etc. Plus que Jeffrey Epstein qui trafique déjà. Enfin, peut-être que c'est arrivé, mais il n'y a pas vraiment. Enfin, selon moi, son rôle n'est pas d'être ça. Par contre, ce qu'on a. Le macro-luxe, oui, tous voilà, les gens puissants du monde. c'est ça. Nous, c'est ce qu'on a découvert, enfin, ce qu'on a compris, ce que nous. Voilà. Par contre, en fait, en repensant à ce qu'on nous avait dit, les mêmes gens qui sont des pourvoyeurs d'Epstein, que eux pourvoient d'autres hommes, ça on commence à en avoir la certitude. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que le trafic de jeunes femmes pour des gens puissants n'a pas besoin de Jeffrey Epstein pour exister. Il existait avant Jeffrey Epstein, il existera après Jeffrey Epstein, que ces hommes-là se connaissent entre eux et qu'ils en parlent entre eux, et que pour parfois il y ait une forme de complicité ou en tout cas d'accointance autour de ce truc-là, c'est sans doute vrai. Mais en tout cas, sur cette théorie du complot, on va dire là, c'est pas une théorie du complot, c'est plus on ne veut pas publier les documents parce que Jeffrey Epstein a trafiqué des jeunes femmes à plein de gens et organisé des orgies avec des gens puissants. Je suis pas sûre. Par contre, vraiment, et moi, ça me choque encore plus limite parce que je me dis, on se concentre sur Jeffrey Epstein, mais en fait, le truc, c'est que ce système-là, il existe. Il n'a pas du tout besoin de lui pour exister. Il en a profité comme d'autres. Et donc ça, c'est une des premières théories. Et l'autre chose, je trouve que c'est ce que nous, on a découvert en lisant ces documents, en parlant aux gens, c'est la banalité, en fait, de l'entre-soi entre politique, business, machin, etc. C'est-à-dire qu'en fait, Jeffrey Epstein, c'est quelqu'un qui fréquente des gens puissants pour avoir des infos un peu d'insider sur tel projet de je sais pas quoi, de tel pays dans tel domaine des matières premières, ou j'en sais rien, ou tel je sais pas, tel truc de gouvernement, tel changement de gouvernement et tout, qui ensuite en gros vend ces informations ou ces conseils à d'autres gens qui sont dans le monde du business. C'est plus le mélange des genres entre privé, public, etc. qu'on
connaît très bien en France, qui a déjà été dénoncé à maintes reprises, etc. Jeffrey Epstein, il est vraiment au cœur de ça, parce qu'il fréquente des gens comme Bill Gates, des gens comme des gens proches des gouvernements, comme l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak, qui est reconverti dans le privé. À un moment, il conseille la Mongolie sur des histoires de... Voilà, il tourne autour de Davos. Enfin, c'est plus ce mélange des genres-là, où effectivement, il est proche de gens puissants en Russie, par exemple. Donc, on a des gens pensent... Il a été écrit qu'il était agent du FSB, ce que je pense n'est pas vrai. Enfin, je pense pas que ça aurait fait un très bon agent du FSB, mais bon, ça après, voilà. Ou qu'il aurait été agent du Mossad ou des choses comme ça, parce qu'il était proche d'Israël et d'Ehud Barak. Mais en fait, il est proche de plein de gens différents. Et c'est plus, en fait, ce qui est choquant, je trouve, c'est plus ce côté de mélange des genres permanent qui, en fait, est une banalité totale dans ce milieu-là. Le problème des théories du complot, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, moi, par le passé, c'est qu'en fait, le problème, c'est pas d'avoir des théories sur des complots. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, quand on voit comment fonctionne l'économie et le pouvoir, des complots, il y en a tous les jours. Il n'y a pas du tout question sur ça. Donc c'est pas faire des hypothèses sur des complots éventuels, c'est pas du tout un problème. Le souci, c'est que quand on le fait comme le font les mouvements complotistes sur Internet, quand on désinvestit le rôle des structures et des systèmes pour surinvestir celui des individus, on finit par plus voir la réalité correctement et par plus pouvoir agir collectivement sur ces systèmes-là qui en fait sont criminogènes. Et dans le cas d'Epstein, en fait, la criminalité, elle était sexuelle, mais elle était aussi financière. Hein. Il y a aussi beaucoup de trucs de bail sur des trucs de finance. Et du coup, plutôt que en disant il a été agent du Mossad, ça c'est ce que des gens disent. Après, il y a les centristes viraux qui vont dire il est agent du FSB. En fait, on voit pas que c'est le fonctionnement normal de la grande bourgeoisie au moment où les capitaux et les hommes peuvent circuler librement à cause de la mondialisation. Et donc on finit par plus pouvoir critiquer les systèmes, les choses mises en place, parce qu'on surinvestit le rôle des hommes. Après, qu'il y ait eu des crimes sexuels, c'est vrai, qu'il y ait eu du trafic d'êtres humains, c'est vrai. Et ce qu'il faut faire, c'est peut-être ce qu'on a essayé de faire en plus dans cette enquête-là, c'est faire table rase de tous ces fantasmes et de reprendre à la base, de reprendre de zéro en fait. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on peut établir de manière factuelle. Après qu'un tel ou un tel ait eu des faveurs sexuelles de femmes présentées par Epstein, ça me semble extrêmement probable. Le problème, c'est qu'en fait, il faut arriver à le prouver. Et sans preuve, on finit par un peu péter un plomb tout seul là sur Internet, à cliquer partout, à essayer de voir qu'un tel a profité. Et ça, encore une fois, c'est une autre manière qu'ont les théories du complot de nous éloigner aussi. C'est en nous rendant un peu fous sur Internet, de nous éloigner des possibilités d'aller vers la justice. Vous l'avez dit tous les deux, ce livre en fait raconte plus que l'histoire de Jeffrey Epstein, il raconte aussi les rapports de pouvoir, de domination et d'argent. Et justement l'argent, comment Jeffrey Epstein a réussi à amasser autant d'argent, et comment il fait, c'est quoi son schéma, son chemin. En fait, il avait le même truc qu'il a depuis le début, c'est le calcul absolu. C'est-à-dire vraiment quelqu'un qui joue un peu à la vie comme on joue aux échecs, quoi. Et qui se rapproche de quelqu'un pour arriver à une position supérieure et au fur et à mesure. Donc il part de classe moyenne basse, voire même working class Brooklyn, une petite communauté juive de Brooklyn un peu segmentée, un peu entre elles, quoi. Et il arrive petit à petit à devenir prof de maths sans avoir les diplômes. Ensuite, il arrive à entrer dans une banque d'investissement en mentant sur son CV. Ensuite, il sort avec la fille du patron, ce qui lui empêche, quand il fait un délit d'initié, de ne pas être viré. Et en fait, il monte comme ça les échelons au fur et à mesure. Une sorte de talentueux Mr. Ripley, je ne sais pas si vous avez vu le film, qui est un peu ça. Et dans les années 80, il perfectionne l'ingénierie financière en faisant une énorme pyramide de Ponzi qui, a priori, s'élève à 500 millions de dollars, en tout cas de pertes pour les clients. Je ne sais pas combien lui a gagné, on ne le sait pas. Il arrive à sortir de cette histoire-là parce qu'en fait, c'était prescrit au moment où ça a été instruit par la justice américaine. Enfin, son rôle à lui était prescrit, mais son associé, lui, a été condamné. Et du coup, à partir de ce moment-là, il commence à avoir une grande surface financière, mais il ne s'arrête pas là. Et là, il arrive à mettre la main sur coup sur coup, sur deux hommes. Leon Black, le président du fonds Apollo, qui est aujourd'hui considéré comme un peu comme un fonds prédateur qui continue à agir, et Leslie Wexner, qui est le patron de Abercrombie & Fitch et de Victoria's Secret. Il met la main sur ces hommes-là, et surtout avec Wexner, il arrive à avoir ce qu'on appelle en anglais le power of attorney sur sa fortune, c'est-à-dire qu'en gros, sa fortune, c'est comme si c'était la sienne. Il a tout pouvoir de débloquer des fonds, de payer des choses, etc., sans demander l'autorisation. On n'a pas encore réussi à aller au fond de cette histoire-là, de comment ça se fait que Leslie Wexner
contre l'avis de tous ses proches à l'époque, donne le pouvoir sur sa fortune à Epstein. On commence à avoir des éléments, mais ça arrivera peut-être dans quelques temps, aux oreilles de tout le monde, mais on ne sait pas. Et là, en fait, il devient richissime, en fait, il n'y a plus de fonds à sa fortune, quoi. Oui, en gros, ces 2 clients lui permettent d'engranger pas loin de 500 millions d'euros, de dollars de l'époque. Et il a des structures offshore. Donc, en fait, après, il les fait fructifier via des placements non fiscalisés. Donc, ça va assez vite. Après, il y a quand même une zone d'ombre aussi sur les années 80. C'est-à-dire qu'il y a une très grande enquête du New York Times qui raconte un peu ce qui Anthony a résumé, qui est très bien. Mais il y a aussi cette partie où on ne sait pas très bien. Par exemple, il y a quand même des zones d'ombre. Par exemple, à un moment donné... il a ce faux passeport au nom de Marius Robert Fortellini, qui est un faux passeport dont il se sert pour voyager en Europe. On ne sait pas très bien ce qu'il fait avec ce faux passeport. Il n'y a pas vraiment... Il y a un très bon site indépendant israélien qui a fait des enquêtes là-dessus, mais on n'a pas le fin mot de l'histoire. Et je pense qu'il a sans doute gagné de l'argent avec des activités. On ne sait pas. Est-ce qu'il fait du renseignement? Est-ce qu'il fait du... Voilà. Il y a Ghislaine Maxwell, à un moment donné, dans un entretien à Todd Blanche, qui est devenu depuis... le ministre de la Justice américain, qui raconte qu'à un moment, il lui racontait, Epstein lui avait dit qu'il allait récupérer de l'argent caché de certains pays, par exemple de dictature. La fortune de Kadhafi. Voilà, il voulait s'allier avec les services secrets israéliens, je crois, pour récupérer la fortune de Kadhafi. Et à un moment donné, d'après Ghislaine Maxwell, dans un de ses interrogatoires, il aurait agi un peu comme une personne qui va récupérer des fonds cachés de dictature ou trucs comme ça. Mais tout ça, déjà, parce que c'est très compliqué d'enquêter là-dessus, tout ça, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est un... Parce qu'en fait, c'est aussi quelqu'un qui racontait n'importe quoi, donc tout le temps pour se faire mousser. Donc on ne sait pas, est-ce qu'il a vraiment eu un rôle dans le renseignement, ou est-ce que ce faux passeport, c'était juste un truc pour se faire... je sais pas, montrer qu'il avait... Pour montrer... Enfin, en fait, on ne sait pas avec lui, c'est très compliqué de savoir, quoi. Dans un des derniers chapitres du livre, vous parlez de l'eugénisme, du transhumanisme, et vous écrivez: l'humanité qu'Epstein rêvait d'améliorer correspond à un autoportrait fantasmé des êtres humains blancs au capital génétique sans faille, vivant dans leur bulle d'ultra riches. Le monde pouvait bien s'écrouler, eux ne mourraient jamais, leur supériorité se perpétuant dans des conditions sécurisées. Il symbolise à lui-même cette domination de classe, domination raciale et patriarcale, Jeffrey Epstein. Ouais, en fait, c'est un des trucs qu'on a, enfin, qui est surprenant, parce que c'est pas sur ça qu'on le connaît, Ouais, quoi. pas du tout, non. Mais en fait, un petit miracle, entre guillemets, est arrivé, qui fait qu'en fait, toutes ces communications privées nous sont arrivées, comme avec tout le monde. Et donc, en fait, on a pu aussi aller... parce que moi, j'ai du mal à faire ces enquêtes-là sans aller un petit peu un moment sur le fond idéologique de tout ce que ça veut dire, en fait. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon et c'est vrai que quand on met bout à bout tout ça, donc eugénisme, transhumanisme, aussi ce qui a affleuré un petit peu dans l'extrait que vous avez lu, c'était le rapport au dérèglement climatique. De dire, en fait, c'est vrai que pour certains... donc la crème de la population mondiale, c'est pas très grave le dérèglement climatique. Limite, ça peut être une opportunité business. Eux, ils en souffriront pas. Ils ont leur clim dans leur montagne ou je sais pas où, dans leur bunker, et ça ira très bien. Et limite, ça permet de virer ceux qu'ils aiment pas trop, quoi. Et du coup, quand on fait le pont entre tout ça, en fait, ouais, il y a une sorte de... Je pense pas qu'il y avait des projets politiques extrêmement précis, même si c'est arrivé sur MeToo notamment, parce qu'on évoque ça aussi à un moment. En fait, en gros, je fais assez court, il a financé des plaintes en diffamation menées par des gens qui étaient accusés d'agression sexuelle ou de harcèlement sexuel contre des femmes. Donc il aidait aussi ses pairs, si vous voulez, dans l'agression sexuelle et le harcèlement sexuel à, ne pas être accusés aussi. Donc en fait, tout ça, on voit que de la domination, une domination raciale, une domination des hommes sur les femmes, une domination génétique, une domination de classe. Tout est en fait, ça me permet de dire aussi que l'extrême droite est tout simplement l'idéologie de la domination des uns sur les autres et rien d'autre. Et en fait, ça se retranscrit aussi dans Epstein. Et ça, on peut le voir dans les mails. Et ouais, en fait, à partir d'un moment, je commençais avec Emmanuel à taper plein de mots, etc. Et à chaque fois, on récupérait des nouveaux petits bouts comme ça. Et tout ça était aussi... Et ce qu'il essayait de faire beaucoup, ce qu'on raconte dans ce dernier chapitre, c'est en fait, on l'appelait survivance. Parce que l'avant-dernier chapitre se finit sur la mort d'Epstein. Et on l'appelait survivance parce qu'en fait, lui, ce qu'il voulait, c'était survivre éternellement grâce au transhumanisme, génétiquement grâce à des espèces de projets eugénistes. Voilà, c'est différentes survivances, mais il a survécu, disons, d'une autre manière, c'est-à-dire dans le fantasme collectif. Et voilà. présent. Et bien présent tous les jours.
Et donc voilà, tout ça est un peu confus là, ce que je viens de vous dire, mais en fait c'était tout simplement pour montrer qu'en fait il y avait aussi quelque chose de politique. Il y a aussi quelque chose de politique dans l'affaire Epstein qui est pas que lié au VSS, mais qui est aussi lié à des systèmes de domination et que ça affleurait dans son esprit. Et je pense par ailleurs que s'il n'était pas mort en 2019, ça aurait peut-être pris de plus en plus de place. Parce qu'il s'était beaucoup rapproché de Steve Bannon, l'ancien directeur de campagne de Donald Trump, qui, lui, concrètement, néo-nazi, il n'y a pas forcément beaucoup d'autres manières de le présenter, et ça aurait probablement pris de plus en plus de place. On aurait peut-être connu Jeffrey Epstein de manière totalement différente, en fait, s'il n'avait pas eu cette mort. J'ai une dernière question. Si justement il fallait, après cette enquête de plus de 8 mois, vous disiez, vous travaillez depuis même avant même ça, mais vous n'aviez pas eu trop d'éléments, mais s'il y avait une idée reçue qu'on a sur Jeffrey Epstein, qu'il fallait casser, entre guillemets, après cette enquête, vous en avez déjà cassé plusieurs là tout à l'heure, mais s'il y en a d'autres, une que vous n'avez pas pu citer, parce que je sais d'ailleurs que vous avez échangé longuement avec son avocat, est-ce qu'il y a des choses qui ont été dites dans ces échanges avec l'avocat qui permettraient de sortir un peu du fantasme autour de Jeffrey Epstein? On a échangé longtemps avec l'avocat, des victimes, l'avocat qui est un avocat américain de 200 victimes. Je sais pas, en fait, moi, ce que je retiens le plus de cette histoire, et je trouve que c'est vraiment ça qui m'a tenu le plus à cœur dans cette enquête, et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très peu abordé dans cette histoire. C'est un phénomène qu'on retrouve dans l'affaire Bruel aujourd'hui ou dans d'autres affaires de ce type. C'est la notion d'emprise qui est très mal, je trouve, appréhendée dans l'espace public. Moi, ce qui m'a frappée en fait le plus, c'est le moment où j'ai compris que quand Jeffrey Epstein est arrêté à la descente de l'avion de Paris, quand il revient dans le New Jersey en juillet 2019, il est arrêté parce qu'il y a eu un vice de procédure dans l'affaire des mineurs de Palm Beach. C'est-à-dire que l'accord qu'il a eu avec le procureur, pour faire court, était tellement favorable qu'il est annulé par la justice américaine, donc il peut retomber pour les mineurs. Toutes les autres victimes, et on parle de centaines de femmes, à part une jeune femme qui s'appelle Virginia Robert Godfrey et qui s'est malheureusement suicidée en avril 2025, et qui avait expliqué avoir été violée par Epstein, qui avait été la victime la plus médiatisée et quasiment l'unique qui a pris la parole, mais qui elle aussi en fait date des années, a été recrutée en 2000, donc voilà. Toutes les autres victimes ne se sont pas exprimées. Pourquoi elles ne se sont pas exprimées? Parce que elles étaient sous une forme d'emprise matérielle, mais une emprise aussi psychologique terrible. Et ça, c'est un truc que je trouve un angle qui est vraiment intéressant parce que ça explique à la fois pourquoi il n'a pas été dénoncé, pourquoi il a pu connaître des crimes comme ça aussi, mais ça explique aussi la jonction entre ses relations de pouvoir et son réseau son réseau criminel de prédateurs sexuels. Parce que, en fait, ces jeunes femmes, quand elles entraient chez Jeffrey Epstein et quand elles le fréquentaient, elles le voyaient avec des gens extrêmement puissants. Il avait chez lui, étalé partout chez lui, des photos avec le pape, avec Bill Clinton, avec Donald Trump, etc. Quelle jeune femme de 18 ans, venue encore une fois d'un pays étranger, isolée de sa famille, de ses parents, de ses ressources, sans argent, va aller voir la police française ou la police américaine pour leur dire « cet homme me fait subir à répétition des viols et des agressions sexuelles ». Et donc en fait, ce système d'emprise, il est multiple. Et en fait, la vérité, c'est qu'il est à la fois terrible et c'est hallucinant parce que lui, ça fonctionne vraiment comme une secte. Et Anthony a employé à juste titre le mot de gourou, mais quand on a parlé à une jeune femme d'origine russe qui a passé 10 ans quand même, et c'est une fille surdiplômée, qui parle 5 langues, etc. 10 ans dans les griffes de Jeffrey Epstein. Moi, c'est ça qui m'a le plus marqué, en fait. C'est-à-dire que j'ai vu sur Internet des commentaires en dessous de nos posts sur le truc en disant mais qu'est-ce que c'est que ces idiotes qui acceptent de faire des massages, etc. Et tout. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un système de prédation et d'emprise qui est absolument... qui est un des systèmes les plus sophistiqués qui n'a jamais été donné de voir, mais que ce truc d'emprise, ce phénomène-là, il est d'une banalité folle, en fait. Et moi, c'est ça qui me... C'est cet angle-là, je trouve, que je retiens le plus de toute cette histoire. Et je trouve que c'est vraiment avec cet angle qu'il faudrait envisager cette histoire plus souvent. En tout cas, Anthony Mansuy, Emmanuelle Landriani, merci d'avoir été avec nous. Merci. Je conseille à tous nos
téléspectateurs ce livre, Epstein, ce que vous n'avez jamais lu. Effectivement, il y a beaucoup de choses dans ce livre que vous n'avez jamais lu ou jamais entendu autour de cette affaire. C'est passionnant, donc n'hésitez pas à vous le procurer. C'est la fin de cette émission. Merci de suivre nos programmes sur les antennes du média. Et n'oubliez pas, nous avons besoin de votre soutien pour pouvoir continuer à proposer des émissions comme celle-ci. Bonne journée sur le média.